Bonjour, je suis donc Isabelle Corfias des éditions La Vozelle. J'ouvre le bal aujourd'hui. Je vais vous présenter 3 nouveautés et un peu plus en fait. La Vozelle est une maison d'édition qui a 190 ans, qui a 2 lignes éditoriales bien distinctes, qui sont à la fois l'équitation et la défense, le côté militaire. Alors vous allez me dire comment on arrive à cela. C'est que 190 ans en arrière, les militaires étaient à cheval. Donc ça prenait tout son sens à l'époque et 2 lignes éditoriales ont continué à travailler chacune de leur côté jusqu'à se dissocier aujourd'hui, mais on travaille quand même sur ces deux lignes. Je vais vous présenter d'abord la partie équitation avec Les chevaux viennent-ils chez nous par hasard de Catherine Sen. C'est un livre qui est paru en novembre dernier. On prépare aussi un nouvel ouvrage pour novembre prochain. En fait, Catherine Sen travaille beaucoup sur la connexion avec le cheval, la relation qu'on peut avoir avec le cheval et ce qu'on peut en obtenir. Elle n'est pas là pour sauter des obstacles ou travailler avec le cheval, mais travailler cette relation d'éducation avec l'émotion, l'intelligence émotionnelle du cheval. Dans la même série, on va sortir un livre de Renaud Subra, qui est l'abécédaire émotionnel avec la relation homme-cheval. C'est pareil, c'est à destination des propriétaires de chevaux, ceux qui veulent développer leur relation avec leur animal. On vient de sortir des histoires d'hippodromes de la Normandie aux hippodromes parisiens, en passant par toute la France, parce qu'on a aussi l'hippodrome de Pompadour, donc de la cité corrézienne du cheval par excellence. Donc je trouvais que entre Pompadour et le 126e régiment d'infanterie et le cabinet de recrutement et d'information de la Marine nationale, la Vozelle avait sa place à Brive ce soir. Voilà. Derrière, je vous présente une résistance française chronique bordelaise d'Alain Véron-Ekem, qui est paru en mars. Il raconte l'histoire de son père qui était ingénieur en génie civil, qui a dû collaborer malgré lui et qui a, de par son positionnement, eu des actes de résistance forts, notamment lors de la débâcle. Chirurgien de guerre, chercheur de paix, Jean Meyer. Jean Meyer est un chirurgien de guerre qui a été sur les Balkans, sur les théâtres d'opération différents. Il a pu s'occuper de 1000 blessés. Et il y a à la fois son récit en tant que chirurgien et aussi un essai sur comment on peut éviter la guerre. Il fait partie, il est membre des hautes études de défense nationale. Donc c'est un homme qui fait des conférences. Il était allé à Bergerac il n'y a pas en début, la semaine dernière, pour faire des rencontres en librairie. Il a une maison en Dordogne et il est de Bourges aujourd'hui. Et donc c'est pareil, il donne de sa personne. C'est un auteur dynamique et qui n'hésite pas à se déplacer et à faire des rencontres dans les librairies et à faire des conférences aussi. Voilà. J'ai d'autres sorties que j'ai mis en consultation. On a sorti 6 livres dans la partie défense et nous sortons notre premier roman en octobre. C'est sur des nouvelles
de Sainte en Grâce. Et c'est l'histoire, l'auteur raconte l'histoire de son père qui, à 14 ans, pendant la Deuxième Guerre mondiale, son père est juif, sa mère est anglaise. Ils ont un propriétaire d'un casino au Havre et ils se rendent compte qu'il va y avoir une rafle et ils s'enfuient. Ils racontent. Voilà. Voilà, je crois que j'ai terminé. Merci. Bonsoir à tous. Alors, du coup, je suis Marion Baril, je suis l'éditrice des éditions Plume Blanche. Plume Blanche, c'est une maison d'édition, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est située à Varèse, donc à côté de Brive. Ça fait maintenant 10 ans que la maison d'édition existe et on publie des romans spécialisés en littérature de l'imaginaire, donc tout ce qui va être fantasy, fantastique, science-fiction et compagnie, que ce soit pour jeunesse, ados ou adultes. On publie un roman par mois, donc ça en fait 12 par an. Et les 3 que je vais vous présenter, on a La mémoire des eaux, qui est la sortie du mois de juillet. Par rapport à cette réunion, j'aurais pu vous parler de la sortie du mois d'août, qui s'appelle Dieu et sorcière, qui est un livre qui est écrit par Angèle Arkin, qui sera présente à la foire du livre de Brive et qui est originaire de Brive. Seulement voilà, La mémoire des eaux, en 3 mois de temps, s'inscrit comme l'un des best-sellers de la maison d'édition. Il est actuellement nominé dans pas 3 mais 4 prix littéraires, ça a changé, et a remporté le prix les lecteurs de littérature de l'imaginaire de la librairie Goulard ce matin. Voilà, donc j'avais envie de mettre l'accent dessus. Il est là. L'univers de La mémoire des eaux, en quelques mots, c'est quoi ? On suit l'histoire d'Azalia. Azalia, c'est une jeune elfe de haute lignée. Et au début du roman, elle est sur le champ de bataille en train d'aller récupérer le corps de ses 2 pères qui ont été assassinés pour les amener à un compteur d'os afin de lire dans leurs ossements leur histoire. Comment ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, comment la guerre s'est déclenchée et comment et pourquoi ils ont été trahis et assassinés. Et là où elle est extrêmement forte, Margot, dans la création de son univers, c'est que vous savez dès le début de l'histoire comment ça finit, puisque l'histoire commence sur leur mort. Et puis elle va vous faire oublier ce détail tout au long de la lecture pour vous le rappeler, évidemment sur les dernières pages, de la manière la plus cruelle qui soit. Et pourtant, c'est le tome 1 d'une trilogie, on en redemande, et c'est un livre, quand on commence à le lire, eh ben on n'arrive plus à s'arrêter derrière, malgré l'épaisseur du pavé. Notre sortie d'octobre, c'est Leif. Leif, c'est écrit par Eliane Jols, donc il est là, c'est une duologie. Eliane, c'est une autrice qui écrit de la fantaisie historique, donc c'est-à-dire qu'elle fait énormément de recherches historiques, réelles, pour ancrer son aventure, son histoire dans des faits historiques. Et là, elle nous embarque sur la période viking avec un voyage du personnage de Leif qui est amnésique, qui est borgne, qui s'est retrouvé en terre musulmane, donc il y a des siècles de ça, et qui va se retrouver à voyager jusque sur ses terres à lui, à la recherche de sa mémoire, mais il est également le jouet d'un pari entre Odin et Loki. Et donc c'est tout ce contexte de mythologie et d'histoire qui est revisité à travers le roman. Et le dernier roman dont je voulais vous parler, c'est Les Arcanes du Mal de Sacha Morage, qui existe en 2 versions. Celle qui est à l'écran, c'est la version brochée, c'est celle-ci. Et depuis quelque temps, force est de constater que les lecteurs sont assez friands de versions reliées. Donc le livre existe sous cette version-là, qui est une version collector. On en sort quelques-unes par an. Cette année, on en a publié 3, dont 2 rééditions. Une de la série Rosen de Laetitia Danaé et une autre de la série Alunia de Tif. Et pour donner des exemples concret sur le succès que les livres ont sous cette forme-là. Le tirage de Alunia de Tif, on en avait tiré 1000 exemplaires, on a vendu l'intégralité du tirage en 10 jours. Voilà, donc il n'a même pas eu le temps d'être proposé aux libraires, qu'en fait les précommandes sur notre site internet on avait tout vendu. Voilà. Donc il y a un attrait vraiment des lecteurs pour l'objet, avant et en plus de l'histoire.
Et donc les arcanes du mal, donc c'est de la Dark Academia. La Dark Academia, c'est quoi ? Pour simplifier les choses, c'est une histoire qui a un contexte scolaire, universitaire. Et le côté dark, c'est où, grosso modo, l'école dans laquelle vont évoluer les personnages a un côté plus maléfique que féerique. Typiquement, une école qui va apprendre à former des super vilains. Voilà, je caricature un peu le trait, mais c'est l'idée. Et dans les arcanes du mal, on suit du coup l'histoire d'Alicia. Alicia, elle a une mère pas très très cool, qui elle a une relation relativement toxique, mais qui fait commerce du sang de sa fille avec des créatures surnaturelles, et qui s'est rendu compte que selon ce que sa fille mangeait, ça a changé la nature de son sang. Donc ça va commencer par du thym, du romarin, de la poudre d'os, et puis Alicia sent que ça va devenir compliqué quand elle lui ramène de la belladone et de la ciguë. Donc souhaitant quand même continuer à vivre un petit peu, elle arrive à échapper à sa mère au sein de l'Académie des Arts Secrets, des Arts Voilés, pardon. Et dans cette académie où les pièges et la magie sont présents partout, elle va se trouver un allié un peu improbable qui est un jeu de tarot, possédé par une entité qui ne lui veut pas du bien. Mais à chaque fois qu'Alicia va utiliser une carte pour s'aider, le tarot, lui, va corrompre son esprit, petit à petit. Et nous, lecteurs, on va se laisser corrompre avec Alicia au fil des pages. Voilà. Et Sacha, c'est une autrice qui aime jouer sur le moralement gris de ses héros, donc c'est-à-dire jusqu'où vous, lecteurs, vous cautionnez les faits et gestes du héros dont vous accompagnez l'histoire. Voilà pour la présentation. Je vais conclure avec 3 petits mots de plus. Sur la littérature de l'imaginaire, ces dernières années, ça a quand même un essor particulier parce que ça se mêle avec la romance sur des genres comme la romantaisie qui sont en plein essor. Et c'est dans ce contexte-là que je vous invite à suivre. Si vous le souhaitez, je crée un salon du livre à Brive qui s'appelle Imagina Brive, qui aura lieu le 28 février et 1er mars 2026 et qui sera aux 3 provinces et spécialisé en littérature de l'imaginaire et romance. Voilà. Donc il y a pas mal d'auteurs de ces secteurs-là qui seront présents. Merci. Bonjour. Donc Cyril et Philippe, on a créé les éditions La Mérule il y a 5 ans, quasiment jour pour jour. C'était en septembre, mais je ne connais plus la date. Il y a 4 ans, pardon. Voilà, on va vous dire 2 mots. Donc La Mérule, on est situé à Tulle. On tient également une librairie d'occasion dans les mêmes locaux. Voilà, et on fait principalement de la fiction. Je dis principalement parce qu'on a une exception dont on vous parlera. Fiction, donc roman, nouvelles. On fait un concours de nouvelles tous les ans. Le prochain sortira sous forme d'abonnement au mois de janvier. Et là, il y a un recueil de nouvelles qui viendra au mois d'octobre dont on ne va pas vous parler maintenant puisqu'il n'est pas encore sorti. Donc voilà les 3 livres qu'on va vous présenter. C'est à peu près la moyenne du nombre de livres qu'on sort par an. 3. Sachant qu'il y en a un de novembre, là, un d'avril et un de juin. Donc c'est ceux qu'on a sortis au cours de l'année passée. Voilà. Et Philippe va parler de Lettre ouverte à la mort. Lettre ouverte à la mort, quel beau titre, pas très vendeur, mais c'est une très belle prose de Yolande Paris, donc, qui raconte la vie qu'elle menait avec son compagnon, qui était peintre à Montmartre de 1950 à 2000 à peu près. Elle écrit ce texte juste après sa mort, et elle fait donc cette lettre ouverte à la mort, qui est en fait plutôt une rage de vivre, plutôt qu'en fait une lettre mortuaire, quoi. Voilà. Et on a eu la chance pour ce livre d'avoir un texte d'ouverture de Jérôme Garcin, pour ceux qui le connaissent, parce que bon, il commence à être de moins en moins connu finalement. Encore, voilà. C'est un honneur pour nous, parce que petite maison d'édition de rien du tout, il a bien voulu nous faire ce texte, qui est très beau aussi. Donc ce livre, en fait, est une somme de rencontres. Moi qui ai rencontré d'abord ce texte, d'abord l'ayant droit, le fils de Yolande Paris, qui avait ce texte avec lui, parce que Yolande Paris est décédée. Et donc son fils avait ce texte qui m'a passé, que j'ai lu, que j'ai aimé.
Et après, voilà, toute une histoire a fait qu'on l'a présenté à Jérôme Garcin, puisqu'il l'avait déjà lu à l'époque. Et puis qui nous a fait ce petit texte d'ouverture. Et puis après, il y a eu toute une découverte des œuvres de Gabriel Paris, dont on fait quelques reproductions dans ce livre, qui a fait une œuvre considérable, mais très peu connue pour l'instant. Voilà. Mais grâce à nous. Mais grâce à nous. Non, pas. Malheureusement, on est petit, donc on n'a pas une force de frappe énorme. Voilà. Le suivant, c'est Le Vieux Maître, l'Enfant et le chat Bulgakov, et je repasse la parole à Cyril. Alors, Le Vieux Maître, l'Enfant et le chat Bulgakov, c'est un peu le best-seller chez nous. Enfin, ça va être le best-seller. Mais nous, c'est pas 1000 livres vendus en 10 jours. On en est à 750 en 3-4 mois. C'est pas mal déjà pour nous. Donc, écrit par Christophe Vergniaud. Christophe Vergniaud, c'est un auteur qui est prof de philo au lycée à Tulle. C'est son 4e livre, le 2e édité chez nous. Ses 2 premiers livres ont été édités à la Table Ronde. Et il avait un manuscrit qui n'a pas été pris, le 3e, et qui nous a amené 10 ans après et qu'on a publié, qui a bien fonctionné, on va dire, localement. Et donc là, il nous sort son dernier, qui se passe sur l'île d'Ouessant. Livre qui a eu un prix, d'ailleurs, le prix du livre insulaire, qui s'est déroulé à Ouessant cette année. Donc je sais que Christophe Vergniaud était très touché, parce que c'était un jury composé de Ouessantins, et il avait très peur de la réaction, en fait. C'est l'histoire d'une rencontre, en fait, entre un vieux maître, un précepteur, et un jeune garçon dont le père marin a disparu en mer, et qui ne s'en remettait pas scolairement, etc. Et la mère a donc fait appel à un précepteur qui est arrivé sur cette île et qui lui-même, très vite on comprend qu'il y a un secret, on ne sait pas quoi, etc. Et c'est cette rencontre qui va permettre et à l'enfant et au vieux maître de se révéler, et je vous raconte pas en fait. Il est question effectivement d'un chat, donc un chat qui est là toujours au bon moment, qui apparaît, et qui lui aussi a une histoire et qui fait un lien très fort avec notamment le vieux maître. C'est un livre, c'est pratiquement un conte en fait. C'est un livre fluide, qui se lit bien, beau. Et voilà. Et donc il est à lire, et il est toujours. Et l'auteur sera sur le salon, enfin la foire de Brive cette année, avec ce livre, notamment. Et enfin, donc en juin, c'est ça ? Ouais, juin, est sorti voilà, notre premier polar, De la chair, de Gérard Viry. Et on fait un peu comme dans la littérature de l'imaginaire, ça va être un polar en 3 tomes. On ose ça. Je sais pas si ça existe moins, je pense, dans le polar quand même. Voilà, c'est un polar cru, sans concession. C'est même un thriller, on va dire, sur la malbouffe. Mais en même temps, une analyse sociale de nos sociétés de consommation et de surconsommation, et de l'impact qu'elle a sur les jeunes, en l'occurrence. Voilà, Gérard Viry, il vient pas de par chez nous, il est à Nancy, il habite Nancy, mais on l'a découvert par nos concours de nouvelles, justement. Il avait été retenu 2 fois pour des nouvelles, et il nous a proposé ce roman, enfin ce polar, ce thriller même. Et on trouve son écriture très 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 belle, donc on est parti avec lui pour 3 tomes. Voilà, à découvrir. Et le tome 2 sera en juin l'année prochaine. Voilà, et le tome 3 en octobre de l'année prochaine. Voilà. Et ben voilà. Bonsoir, je suis Bérangère Pont des éditions Lire des Marges. Lire des Marges, c'est une maison d'édition qui a 12 ans, qui publie de la littérature générale, du roman essentiellement, mais aussi de la nouvelle, du récit, de la poésie, du théâtre. Bref, on ne veut rien s'interdire. Donc ce soir, je vais vous présenter 2 ouvrages, l'un qui est déjà sorti. J'écris dans les francs, je vais commencer par celui-là. J'ai pris mon pense-bête parce que je suis très traqueuse.
Alors, J'écris dans les franges, c'est un grand format, c'est un livre que nous avons coédité avec le musée de la création franche. Pour ceux qui ne connaissent pas ce musée, c'est un petit musée mais qui est en train de s'agrandir énormément, qui se situe à Bègles, à côté de Bordeaux, et qui est consacré à l'art brut. Et qui quand même rassemble une collection de plus de 20 000 œuvres d'art brut. Et je pense qu'on en entendra pas mal parler prochainement, puisqu'il vient d'être labellisé Musée de France. Voilà, donc J'écris dans les franges, c'est un ouvrage collectif composé de 8 textes inédits accompagnés des reproductions des œuvres qui les ont inspirés. Donc il y en a 2-3 là en consultation que vous pourrez regarder. Et c'est un livre qu'on a imaginé sur le modèle de la carte blanche. Nous avons proposé à 7 auteurs et autrices déjà publiés chez Lire des Marges, donc ils sont cités, Lydie Salvert, Sophie Coiffier, Derek Munn, Patrice Luché, Juliette Keating, Jean-Paul Angélibert et Éric Chevance, je n'en ai pas oublié. On leur a proposé de déambuler dans les réserves du musée puisque le musée est actuellement fermé. Et là, les auteurs ont découvert des œuvres et surtout des dispositifs de création singuliers. Par-delà leur diversité, ces œuvres, et l'art brut en général, proposent des représentations du monde qui questionnent l'ordre établi. Les créateurs et les créatrices de l'art brut ont en commun d'être autodidactes, mais aussi ils ont des vies souvent bousculées, traversées par la précarité et parfois par la maladie mentale. Chacun des auteurs et autrices que je viens donc de citer a choisi une œuvre en écho évidemment à son propre travail, sa propre recherche entre guillemets littéraire. Et ces œuvres se sont transformées pour eux en matière à écrire et chacun a pu emprunter très librement les chemins de la fiction, de la critique, de la poésie, de la biographie et très souvent de l'inclassable. Sans attendre, je vais passer au second livre, donc qui sort dans quelques jours. Code Camille, c'est un roman de Sophie Rabault. Vous avez peut-être déjà vu passer des livres de Sophie Rabault, même si elle n'a pas encore publié de best-seller, mais ce sera peut-être celui-là, on ne sait pas. Elle publie des essais fictionnels aux éditions Anacarsis. Et puis des romans biographiques, alors des romans biographiques un peu étranges, aux éditions Les Pérégrines. Notamment le dernier, il était consacré à la vie de Lady Di. C'est un roman très étonnant et très drôle qui lui permet de parler des princesses. Alors revenons à Code Camille. Code Camille, c'est un roman d'apprentissage à la fois drôle, tendre et très décalé, et qui parle de l'adolescence. Camille, c'est une jeune fille qui entre en 3e dans un collège d'une petite ville. Ça pourrait être une petite ville près de Brive. Alors là, la ville s'appelle Bleu-sur-Douze et elle est située en fait pas très loin de Bordeaux. Mais enfin, c'est assez flou. Et Camille, eh bien, elle est amoureuse de sa prof de français. Alors normalement, quand on est amoureux de sa prof de français, on est bon élève. Mais Camille, elle n'est pas bonne élève, sauf en informatique, où là, elle excelle. Et d'habitude, Camille, elle n'est pas amoureuse de ses profs, mais là, elle est de Madame Marchand, et depuis l'année de 6e, donc ça fait quand même 4 ans que ça dure. Et comme elle le dit au début du roman, les profs n'ont pas le droit d'être amoureuses ou amoureux de leurs élèves, mais d'après ce qu'elle sait, le contraire n'est pas interdit. Et cette année, Camille, eh bien, elle a décidé de déclarer son amour et elle a un plan. Parce que Madame Marchand, qui est complètement nulle en informatique, contrairement à Camille, eh bien, elle a chargé son élève de numériser les textes littéraires qu'ils vont étudier tout au long de l'année. Et donc, tout au long de l'année, eh bien, Camille, elle va truffer les textes de Corneille, de Montaigne, Baudelaire, Sandrars, et d'une certaine Patricia Orlando, de déclarations d'amour plus ou moins explicites pour sa prof de français. Et à chaque fois, évidemment, elle va imiter le style des écrivains en s'inspirant aussi du codage informatique. Camille va-t-elle réussir à persuader Madame Marchand de se promener avec elle sur les bords de la rivière de Bleu-sur-Douze pour y parler d'amour ? Vous vous doutez bien que non.
Et c'est tant mieux, bien sûr, car sa prof de français, elle a bien d'autres préoccupations que je vous laisserai découvrir. Alors bien sûr, les différents échecs des déclarations de Camille et les malentendus qui en découlent font de Code Camille un roman extrêmement drôle, plein de ressorts comiques. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que de texte en texte et au fil des mois, eh bien Camille, elle grandit. Elle se prend au jeu de la poésie et d'une certaine manière, eh bien, elle apprend à aimer, même si elle n'est pas payée de retour. Vous l'aurez compris, Code Camille, c'est une fiction divertissante, mais qui n'est légère qu'en apparence. L'homosexualité des deux personnages, donc de l'élève, mais aussi de sa prof, on découvre qu'elle aussi préfère les femmes, ne constitue absolument pas le sujet du roman, et je pense que c'est une très bonne chose, en fait. Cependant, à l'heure où il n'est toujours pas facile d'être différent, surtout au collège, eh bien, Sophie Rabault se demande comment on fait quand le désir LGBT se combine avec un désir interdit pour l'adulte. Alors, l'amour pour un prof, c'est une expérience au fond très partagée. On connaît tous des personnes qui ont été amoureuses de leur prof. Ça vous est peut-être même arrivé. Et pourtant, la littérature, finalement, elle aborde assez peu ce sujet. Alors, ce roman, voilà, il montre la complexité, les malentendus de cette première expérience amoureuse, et elle le fait, Sophie Rabault le fait avec beaucoup de finesse. Elle joue avec les codes du roman jeunesse, tout en s'adressant aux adultes, et elle détourne, vous l'aurez compris, la forme du manuel scolaire en proposant, avec ce roman, une éducation littéraire et sentimentale d'aujourd'hui. Juste quelques mots pour vous dire que Sophie Rabault, évidemment, est disponible pour présenter son roman, bien sûr, mais aussi elle propose des ateliers assez drôles, des ateliers d'écriture, qu'elle intitule « Amour clandestine » ou « Comment déclarer sa flamme dans les livres ». Et je pense que ça peut être quelque chose qui peut vous intéresser en tant que bibliothécaire. Merci beaucoup de votre attention. Donc au lieu de vous présenter simplement les nouveautés, on a choisi de vous présenter la maison d'édition en entier. Donc on produit entre 5 et 10 livres par an. Et donc voilà 5 des 6 collections qu'on voulait évoquer ce soir avec vous. La première, parce que historiquement c'est la première, c'est la collection Sédiments qui porte sur les différents patrimoines du Périgord, patrimoine historique, naturel, artistique. Le dernier est sur les falaises. Voilà, celui, le numéro 10, par exemple, sur Montaigne. Alors, le principe de cette collection, on essaye de faire de beaux livres, de beaux objets qui sont fabriqués en France. On sollicite des auteurs voilà, pour parler d'un thème de manière originale, pas refaire ce qui a déjà été fait plein de fois. Sur Montaigne, ce n'était pas si évident, mais bon, parmi les gens qu'on a réussi à convaincre, on a voilà, Bergogneau, vous connaissez ici, Christian Bobin, Jean-Pierre Chevènement, Philippe Dezan, qui est le grand spécialiste de Montaigne, enfin voilà, une vingtaine de personnes qui ont bien voulu participer. Et pour cette collection Sédiments, qui est un peu notre collection identitaire, en tous les cas en Périgord, c'est pas très loin d'ici, il y a un peu plus de 200 auteurs qui ont participé, parmi lesquels des universitaires, des artistes, voilà, des gens de la pensée, pas mal de grands écrivains aussi qui nous font maintenant confiance et qui sont un peu nos compagnons de route, comme Maëlys de Kerangal, comme Marie-Hélène Lafont, Pierre Michon, Éric Deluca, enfin voilà, des gens qu'on admire beaucoup et qui aujourd'hui nous offrent voilà, des textes lorsqu'on les sollicite. Aussi de grands historiens, je pense à Michel Perrault, l'historienne des femmes, ou Alain Corbin, par exemple, si voilà, ça vous dit quelque chose. Donc voilà, ça c'est la collection. Généralement, on en fait un par an, parfois 2. Là, on prépare le numéro 19 qui devrait sortir à la fin de l'année. Deuxième collection qui est plus large, la collection Paesina, qui est une collection dédiée aux images, singulièrement à la photographie. Voilà, là, il y a peut-être une dizaine de livres qui appartiennent à cette collection. On a eu la chance d'accéder à la collection de l'atelier de Robert Doisneau, donc on a fait plusieurs livres à partir de cet atelier. On a la confiance des filles du photographe et on a réussi à mettre au jour, c'est voilà, une de nos satisfactions, toutes les photos qu'il avait faites en Dordogne d'abord, puis dans le Lot et puis globalement dans le Sud-Ouest,
dont la Corrèze, photos qui souvent étaient absolument inédites. On connaissait le douaneau de la banlieue parisienne, mais on ne connaissait pas le douaneau de la campagne, et donc on s'est chargé de mettre au jour cette collection. Et peut-être connaissez-vous la gare douaneau maintenant, qui est à Carlu, qui n'est pas très loin d'ici aussi, voilà, projet auquel on a participé. Donc beaucoup de photos patrimoniales. Donc on connaît un peu les grands fonds des grands photographes, que ce soit l'agence Magnum ou la collection qui est au ministère de la Culture, et on essaye à partir de territoires d'offrir en réalité aux gens des photos qui ont été faites chez eux, mais qui généralement qu'ils ne connaissent pas. Parmi ces livres, il y a aussi la collection Albert Kahn, qui sont les premiers clichés en couleur, qui sont tous au musée de Boulogne, mais vu qu'il ça n'avait pas été édité, on s'est chargé de faire ça alors en Dordogne, dans 4 ou 5 départements du sud-ouest, mais pas encore ici, parce que hélas, ils ne sont pas venus en Corrèze. Un mot sur la nouveauté qui n'est pas encore sortie en librairie et qui va être un peu le livre de Noël, toujours pour ce goût des images. Voilà un livre sur la Dordogne, sur la rivière, hein, donc ça concerne aussi la Corrèze. C'est l'aboutissement de plusieurs années de travail. On a réussi à réunir, on a choisi 600 images sur 5 siècles qui figurent la rivière Dordogne, des sources jusqu'à l'estuaire, des images qui commencent avec les cartes, où on voit le mot Dordognat, et puis ensuite les gravures, des peintures, des affiches, des flyers touristiques d'il y a 100 ans, des photos de grands photographes, parce que là, c'est un peu notre spécialité. Enfin voilà, l'aboutissement, un travail qui n'a jamais été fait pour aucun cours d'eau en France, parce que c'est un boulot de dingue, à vrai dire. Donc voilà, ça c'est le livre qu'on va promouvoir pour Noël. Donc deuxième collection. Troisième collection, il n'y a que trois livres. Celui-ci va sortir tout prochainement. Une collection d'éloges. Donc on ne fait pas de romans, de nouvelles, de poésie. Hein. Une collection d'éloges. Éloge de l'Engoulevent, qui a eu on a pas mal de livres qui ont eu des prix, mais enfin bon. L'éloge de l'Engoulevent, éloge des paysans, écrit par Michel Testu, qui est un peu le Signol de Dordogne, pour aller vite, si vous voulez. Ils sont très amis d'ailleurs. Et puis on prépare d'autres livres d'éloges qui peuvent être des personnages, mais qui peuvent être aussi des arbres, des oiseaux. Voilà, enfin des choses qui peuvent susciter l'admiration. Nous, si on est éditeur, c'est qu'on veut partager nos admirations, puisqu'on est une association. Voilà, c'est une petite collection qu'on vient de créer récemment. 4e collection, la collection Pagus, il y en a une dizaine. L'idée, c'était de solliciter un écrivain par rapport à un paysage. Hein, toujours plutôt les livres documentaires, hein, si vous voulez. Hein. Donc ce sont des petits livres. Bergogneau nous a offert plusieurs textes sur la Dordogne, ce qui était amusant. Du coup, Michel Testu en a fait un qui s'appelle Corrélation corrézienne. Bon, je crois qu'il n'y en a presque plus, d'après ce que nous a dit notre distributeur. Et dernièrement, les 2 nouveautés de l'année. Un Périgourdin à Paris, c'est une sorte de balade un peu rigolote, où on essaie de repérer toutes les traces que le Périgord a laissées à Paris, des noms de rues, des statues, des menus, enfin des trucs un peu rigolos. Et le dernier qui vous intéresse en partie ici, puisque il vient juste d'être distribué, Vézère, Folle Tribulation, écrit par Serge Sanchez, qui a été édité chez de grands éditeurs, qui est une remontée de la Vézère complètement foutraque. C'est très très amusant. Donc il commence à Limeuil et il remonte jusqu'aux sources, c'est-à-dire pas trop loin d'ici. Voilà, on est très fiers. Pour nous, c'est un des plus beaux textes que nous ayons, du point de vue littéraire, édité. Et puis, dernière collection que je voulais partager avec vous, la collection Silex. Alors, on s'est dit que finalement, les grands auteurs n'étaient en réalité pas tellement lus, et on a voulu trouver le moyen de partager l'admiration qu'on avait pour la grande littérature. Et donc, on a lancé cette collection. Alors, il y a peu de production parce que c'est très long à faire. Collection de citations choisies, classées de manière thématique, à partir desquelles on sollicite un artiste pour accompagner ce choix de citations avec des dessins. Donc, on a fait le petit labo ici illustré, c'est le gars de chez nous. On a poursuivi avec le Montaigne. Bon, on va les rééditer sans doute parce qu'ils font partie des programmes de français, on est très sollicités, mais bon, il n'y en a plus. Le petit Taureau, ça c'est un peu les goûts personnels qui nous motivent. Vous voyez d'ailleurs que c'est le même dessinateur. Daniel Majac a été pendant 30 ans le dessinateur du magazine littéraire.
Donc il nous accompagne, on est en train de préparer pour l'année prochaine un petit Élisée Reclus illustré. C'est pour ça qu'on s'appelle les éditions du Ruisseau, c'est un clin d'œil à Élisée Reclus qu'on adore. Et le dernier, qui est sorti l'année dernière, mais c'est pareil, là il est en train d'être épuisé, le petit Giono, et cette fois-ci on a sollicité le dessinateur historique du monde diplomatique qui s'appelle Chelchuk, qui nous a offert un certain nombre de dessins pour accompagner les citations de Giono. On est très fiers, l'année dernière à Manosque, la fille de Jean Giono a dédicacé pendant tout le week-end notre livre, donc on était très contents, mais on n'a pas pu y aller, hélas. Donc voilà, merci à vous. Bonsoir, donc je représente les éditions Hervé Chopin qui sont basées donc à Bordeaux et nous avons fêté nos 30 ans l'année dernière. Donc nous avons 2 catalogues, un catalogue qui est vraiment emblématique de la maison puisque la collection Images d'antan a été vraiment le premier titre qui a créé la maison. Donc là je vous présente La Corrèze d'antan qui va paraître le 25 septembre. Donc La Corrèze d'antan, c'est une sélection de 400 cartes postales anciennes du début du XXe, donc la belle époque. Et donc l'auteur, à travers ses illustrations, va décrire le département à travers la vie quotidienne, la fête, les loisirs, les transports, les cités, etc. Ensuite, toujours dans le catalogue illustré, nous avons la merveilleuse histoire de Bordeaux d'Agathe Rivière-Corps. Donc Agathe Rivière-Corps est une guide conférencière à l'Office du tourisme de Bordeaux. Et donc ce sont des petits ouvrages avec un prix accessible de 14,50 et qui racontent l'histoire de façon ludique et vraiment pour le grand public. Avec des anecdotes croustillantes, on ne reste pas uniquement sur la grande histoire de Bordeaux. Ensuite, nous avons un catalogue littérature qui a commencé la maison en 2012. Donc, notre auteur phare, c'est José Rodriguez dos Santos, un journaliste et reporter de guerre. Donc, il a eu une nouveauté au mois de mai. Et là, je vais vous présenter donc 3 titres. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes éclectiques sur la ligne éditoriale en littérature, puisque nous publions de la littérature générale, des romans historiques, de l'imaginaire, des thrillers et des romans noirs. Donc le premier dont je vais vous parler, c'est un premier roman, c'est Le Dernier Nuage de Frédéric Chignac. Donc Frédéric Chignac, c'est un auteur, donc un premier auteur, on va dire, parce que c'est son premier roman. Il est réalisateur de documentaires pour Faut pas rêver, Thalassa et d'autres documentaires. Il s'est passionné pour l'histoire de Luke Howard. Luke Howard, c'est un homme, vous ne devez pas du tout le connaître. En revanche, si je vous parle de nuages et de leurs noms, les Citrus, les Stratus, etc., vous allez les connaître. Eh bien, Luke Howard, c'est celui qui les a nommés. Donc, on est dans un Londres du début du 19e siècle, donc en 1802. Luke Howard, qui est passionné, qui est apothicaire, qui est quaker, donc difficile. Il y a de vraies polémiques, puisque lui, il s'intéresse aux nuages, à la météorologie. Mais sauf qu'en fait, quand on est quaker, on ne lit pas, on n'écoute pas de musique, et les nuages, c'est Dieu. Donc, une polémique à travers sa communauté. Il va présenter sa nomenclature auprès d'une société scientifique. Et vu qu'il a décidé de nommer ces nuages en latin, bien évidemment, les Anglais ne sont pas contents. Sauf que pour lui, les nuages sont universels. Et c'est pour ça qu'il choisit cette langue. Voilà, donc c'est vraiment un roman historique d'aventure, puisqu'en fait, pourquoi ce titre, Le Dernier Nuage ? C'est qu'il y a un nuage qui lui résiste. Il n'arrive pas à le comprendre, à le connaître, à le décrire et à comprendre son fonctionnement. Il s'agit de celui qui provoque la grêle, le cumulonimbus. Donc, pour comprendre ce nuage, il va décider d'aller dans le ciel avec une montgolfière. Il va être aidé d'un Français. Plein de personnages historiques comme Goethe, Beaufort vont vraiment être parsemés dans ce roman qui vous embarque complètement pour aller découvrir ce dernier nuage. Ensuite, nous avons donc 2 titres en imaginaire. Donc Jodie Taylor qui revient avec une nouvelle saga qui s'appelle La Police du Temps. Peut-être que vous connaissez déjà cet auteur britannique à travers les Chroniques de Sainte-Marie. D'ailleurs, on va remettre, alors pas Jodie, mais à la maison, le prix ActuSF la semaine prochaine pour l'ensemble des 14 tomes qu'on a publiés. Et donc, elle revient avec une nouvelle saga, La Police du Temps. Donc, c'est indépendamment, il n'y a pas de problème, vous pouvez commencer La Police du Temps sans avoir lu les 14 tomes des chroniques. Ce n'est pas une suite. En revanche, il y a un lien fort, puisqu'on est dans le futur. Et dans le futur, le secret du voyage dans le temps, il est accessible à tout le monde. Et bien évidemment, il y a des personnes malveillantes et qui veulent
changer cette ligne temporelle. Donc on va créer une institution qui va s'appeler la police du temps. Et on va suivre à travers une équipe de 3 nouvelles recrues, pas les meilleures, les pires même, sur le papier en tout cas. Et donc ces 3 personnages, on va les suivre pour braver ces difficultés et puis ces jugements, puisqu'en fait on les appelle la team loser. Donc ça fait bien dire quelque chose. Ces 3 personnes, elles sont un peu singulières, un peu différentes des autres, mais en fait finalement elles vont se révéler. Donc elles vont être efficaces dans leur mission pour sauver cette ligne temporelle. C'est à l'humour anglais, on est dans l'imaginaire et Jodie, elle nous emporte, vraiment elle nous fait rire et on est totalement pris par sa narration. L'Hypermonde, donc l'Hypermonde de Laurent Ladouary, c'est un ovni littéraire, c'est un roman d'anticipation, une dystopie positive. Je sais, c'est un peu antinomique, mais bon, c'est comme ça qu'on le décrit. Donc en fait, après une guerre, il n'existe plus rien sur Terre, plus d'internet, plus aucun réseau de communication, et donc il faut reconstruire le monde. Zoran Adamas, un puissant, va donc créer une école. Cette école donc va intégrer les orphelins de la guerre et il va leur enseigner vraiment des méthodes d'apprentissage ancestrales et il veut reconstruire le monde avec la puissance de la connaissance. Voilà, donc on est vraiment sur la reconstruction du monde. Donc c'est plutôt positif, voilà, d'où le ciel bleu. Alors même si la couverture finale définitive sera sur les argumentaires sur les tables, puisqu'on a fait appel à un illustrateur. Voilà, donc voilà. Et ça sort le 16 octobre. On a pris un petit peu de retard justement du fait de la couverture. Je vous remercie beaucoup. Bonsoir. Alors, pour finir l'Escampette, non pas la poudre, mais la maison d'édition qui vagabonde depuis 35 ans dans les marges et sur les chemins de traverse. Voilà, je m'appelle Sylviane Sambor et donc je dirige cette maison qui est née à Bordeaux en 1990 et qui va fêter l'année prochaine, c'est 90-91, et qui va fêter ses 35 ans. Je signale d'ailleurs, je suis à disposition des professionnels, bibliothécaires, libraires, qui souhaiteraient organiser quelque chose dans le cadre de cet anniversaire. Voilà. L'Escampette n'est plus à Bordeaux, elle est maintenant dans le sud de la Vienne, à Montmorillon, donc entre Poitiers et Limoges. Alors, l'Escampette a la particularité... Alors, vous trouverez dans ce petit document, dans les poches, quelques éléments, des dates clés de son histoire, et puis également, au verso, les choix actuels de la maison d'édition, à savoir pratiquement ne plus publier, ce qui peut paraître singulier pour une maison d'édition, mais c'est un choix qui va être affirmé de plus en plus. Dans une démarche de ce qu'on appelle de plus en plus l'écologie du livre, j'ai décidé de consacrer les modestes moyens de la maison, mon temps également, à la promotion d'un catalogue qui est riche de presque 300 titres. Il y a quelques titres épuisés, mais ils seront progressivement réédités. Et donc, nous avons donné naissance à ce que l'on va appeler de plus en plus des slow books. Je ne vais pas vous en parler ce soir, mais si vous voulez découvrir ce que sont les slow books, allez sur le site de l'Escampette. Il y a déjà en ligne un petit reportage récemment diffusé par France 3 Nouvelle-Aquitaine, un article aussi de la Nouvelle République, et puis ça commence, en tout cas, voilà. Comme à toute règle, il faut des exceptions. Il y en a deux nouveautés en cette rentrée 2025. Alors, ce sont 2 nouveautés pour 3 rentrées littéraires, puisque Slow Diffusion, on va la pousser jusqu'au bout. Ce sont les 2 nouveautés avec lesquelles je vais voir des libraires actuellement. Je vais visiter la France, la Belgique, la Suisse pendant 15 mois à peu près. Et donc, ce seront les nouveautés non seulement de cette rentrée, mais celles de janvier et également celles de l'année prochaine, en septembre 2026. Comme ça, je n'inonderai pas les tables des libraires. Alors, ces 2 nouveautés, en 2 mots, ce sont des coups de cœur, parce que sinon, je n'aurais pas enfreint la règle que je me suis fixée. La première, Atlantide, avec 2 couvertures différentes. Ça sera en fonction du mode d'achat des libraires. Il y a une slow nouveauté, mais là je ne vais pas rentrer dans les détails, en bas et en haut, en autodistribution. Et
en haut, la nouveauté qui est distribuée par les Belles Lettres et qui est d'ores et déjà disponible et qui peut être commandée par les libraires. Donc, Atlantide, pour moi, pour la lectrice que je suis, c'est une sorte de boîte à merveilles dans laquelle l'auteur, Vincent Jacques, qui est un grand voyageur tout autant autour de la Terre que dans les livres, et on l'a déjà publié à l'Escampette, il nous parle de la beauté qui passe et de celle qui demeure, de la beauté qui nous sauvera peut-être des catastrophes qui se multiplient. J'ai reçu ce matin une très belle lettre critique d'un grand lecteur qui est également écrivain, qui fut aussi il y a quelques années une personnalité de l'édition parisienne. Et voilà. Je vous en cite quelques fragments. Voilà ce qu'il dit de ce livre, Atlantide, un nouveau livre qui nous fait tout de suite participer à rien moins que l'universel. Les lieux, les paysages, les gens, les bêtes et les dieux, éternels et contemporains, considérables ou dérisoires, sont tous les personnages d'un immense théâtre où chacun joue son rôle sous le regard du narrateur qui parfois entre plus franchement en scène. Mais tout ce monde est de plein pied. Le temps est comme aboli dans ces textes qui donnent aux souvenirs, aux cultures d'hier, une chair d'aujourd'hui et aux contemporains la densité d'hier. Le tout écrit sans jamais avoir l'air d'y toucher, je veux dire sans emportement lyrique, sans exaltation, dans une langue exquise, travaillée au mot près. Le conteur est un fin lettré, l'œil ouvert et la plume heureuse, et pas une page sans humour ou poésie en filigrane. Je souscris à tout ce qui est écrit là, et puis je pourrais en parler beaucoup plus longtemps, mais là, j'ai pas le temps. En tout cas, c'est un livre, moi, je l'aurai dans ma musette là, pendant tous ces vagabondages, pendant 15 mois, je vais éprouver un bonheur fou à le défendre, à essayer de lui trouver des lecteurs et des lectrices, avec également le concours des médiateurs, des médiatrices, bibliothécaires, libraires, etc. Deuxième nouveauté de cette rentrée, le retour des Giraud. Alors Philippe Brunet, vous le connaissez peut-être en tant que traducteur, c'est le traducteur d'Homère, entre autres, aux éditions du Seuil. Il y a une formidable traduction de l'Iliade et de l'Odyssée qu'il a établie en hexamètre, c'est-à-dire la métrique d'Homère. Ça n'avait jamais été fait en français, ça existait en russe, en allemand. Ces traductions d'ailleurs sont en librairie actuellement, elles sortent en poche, en version de poche. Et là, c'est sa première œuvre personnelle, véritablement. Alors, en plus d'être un grand helléniste français, assez singulier, d'ailleurs, il se décrit comme un aède qui chante Homère, en plus de le traduire. Il est aussi un peu japonais par sa mère, qui est une très vieille dame qui vit encore en France. Et il a, à partir de l'histoire de son arrière-grand-père, qui était donc japonais, lui-même fils d'un des derniers samouraïs japonais. Donc on se situe donc à la fin du shogunat et au début de l'ère Meiji au Japon, à la fin du 19e siècle. Cet aïeul, cet arrière-grand-père de Philippe, était médecin. Il est venu parfaire sa formation en Europe, à Paris, à Berlin, et au terme de son séjour en Europe, plutôt que de rentrer au Japon par voie de mer, comme il l'avait fait à l'aller, il décide de repartir par voie de terre, enfin plus terrestre. Enfin, à un moment donné, il prend le bateau quand même, mais sinon ça aurait été difficile de revenir dans la région de Fukushima. Et donc il va partir de Berlin, prendre un petit peu le chemin de fer qui commence à être en construction. Puis très vite, il achète un cheval et il continue avec ce cheval et à pied à travers la Sibérie. Donc tout ça, c'est je dirais le socle réel, cette histoire qui a existé. Et à partir de là, il écrit un long poème, mais c'est un poème qui se lit comme un roman, c'est un récit, une narration, on accompagne cet aïeul dans sa pérégrination à travers la Sibérie, la traversée du lac Baïkal. C'est extraordinaire. Dans une rythmique, une métrique qui donne un tempo, presque une sorte de marche qui s'impose à travers la métrique, une métrique antique, pas celle d'Homère, mais d'un certain Archiloque. Moi, je ne le connaissais pas, je dois dire. Il a un peu disparu, Archiloque. Et voilà. Et on est happé, littéralement happé. On part avec ce personnage et on l'accompagne. À un certain moment, il a des visions, des projections dans le XXe siècle, l'histoire du XXe siècle. Enfin, c'est assez extraordinaire. Donc, je vous invite
à découvrir ce texte. Les livres sont présentés là sur la table. Ils coûtent les deux 19 €. Ils peuvent donc être commandés par n'importe quel libraire aux belles lettres. Je signale aussi que vous pouvez lire des extraits de ces deux nouveautés sur la plateforme que vous connaissez peut-être pour les bibliothécaires, épreuvenumérique.fr, qui est une plateforme qui donne la possibilité de lire des épreuves numériques. Donc, je vous invite aussi à découvrir les premières pages de chacune de ces nouveautés. Merci.